en tête les uns et les autres d'éviter de trop se couper des invectives, etc. Puisque l'idée c'est quand même d'être sur le fond des questions. Et puis s'il nous reste un tout petit peu de temps, éventuellement des questions qui viendraient de la salle, avec à chaque fois pour chaque thématique, eh bien, un binôme qui commence et l'autre qui commence sur la question suivante. Philippe Chambrier qui est ici va gérer le temps et donc nous indiquera lorsqu'on aura atteint la limite de temps, et puis va lire les questions, en sachant que sur la première question c'est le binôme du Front National qui va commencer à intervenir. Merci Monsieur le maire. Donc ne soyez pas surpris par la sonnerie, et je pense que ça c'est salutaire pour tout le monde au niveau du temps. Alors je vais passer tout de suite à la première question. Le Parlement examine le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe. La réforme territoriale va modifier notamment les champs de compétences des départements. Quelle lecture portez-vous sur ce projet de loi et comment voyez-vous l'évolution du département? Voilà, donc je commence. Donc en fait, cette première question est peut-être la plus fondamentale des quatre parce qu'elle est d'ordre général. Elle pose la question tout simplement de l'existence du département et de l'échelon de proximité que représentent les élus départementaux, les futurs élus départementaux. Donc on est dans une... Vous êtes, je pense, à peu près informé, parce que vous venez à ce débat, c'est que vous êtes intéressé à la question politique, donc je suppose que vous êtes à peu près informé de la situation. On est une situation totalement ubuesque. On a un gouvernement qui avait comme projet de supprimer totalement ce département, enfin les départements, au profit de grandes régions, de méga régions. Moi j'affirme que la formation politique que nous représentons est la seule à défendre réellement cet échelon de proximité que sont les départements. Parce qu'il me semble que bien que les candidats de différentes formations politiques adverses disent tous unanimement, même le PS, disent tous unanimement qu'ils veulent défendre le département au niveau local. Au niveau national, ça se passe bien différemment et il y a véritablement un double discours. C'est le cas du parti UDI, donc centriste, qui aujourd'hui localement dit défendre le département, la proximité, mais à l'Assemblée nationale se plaint que le projet initial recule. C'est-à-dire qu'on n'aille pas au bout de la démarche, que le PS n'aille pas au bout de sa démarche initiale. Ce parti, comme les autres partis UMPS, finalement, défendent un projet territorial totalement opposé au nôtre, qui s'appelle en fait le triptyque intercommunalité, méga-région, euro. Union européenne, pardon. Le Front National, lui, défend très clairement notre position qui se décompose en communes, et en particulier les petites communes, défense des petites communes, défense du département et défense de la nation. Donc c'est vraiment deux modèles absolument opposés. Et donc le modèle que j'appelle l'UMPS, eurocratique, nous vient directement du projet de l'Union européenne, voilà, qui démantèle complètement la nation et ses sous-groupes importants de proximité. C'est terminé. D'accord. Juste une chose pour les prochaines questions. Est-ce qu'on peut vous pouvez prévenir une minute avant la fin? D'accord. Je garde la sonnette. Je pense que c'est ça viendrait une minute avant. Bien, sur cette question institutionnelle, d'abord l'architecture administrative, politique et institutionnelle de la France, elle a évolué avec le temps.
Et si le département est une institution révolutionnaire, confirmée par tous les régimes politiques qui se sont succédés, chacun voit bien aujourd'hui que dans le monde qui nous entoure, et même dans l'efficacité politique et administrative, la clarté que nous demandent nos concitoyens commande à un moment donné que nous fassions évoluer ce schéma administratif, institutionnel et politique en France. C'est le sens de la réforme qui avait été imaginée sous le gouvernement Fillon, qui n'ont pas supprimé le département, mais fusionné le département et la région en une entité élective à travers le conseiller territorial et qui préfigurait une nouvelle articulation des compétences qui sont gérées soit aujourd'hui par le département, soit par la région. Vouloir la réforme territoriale telle qu'elle est engagée au Parlement, elle est mal engagée parce que le timing n'est pas bon, parce qu'on a changé de pied entre la suppression puis le maintien du département, l'articulation des compétences, mais il est certain, il est évident que nous devons, en France, faire évoluer notre architecture institutionnelle, politique et administrative, parce que sinon, nous continuerons d'être un pays, une nation en déclin. Est-ce qu'il y a des questions? Le temps de parole, il reste 15 secondes. Non, tout va bien. Bien, ben, on peut passer au temps d'échange. Bon, je vais réagir, tout simplement. Allons-y. Donc là, on voit très clairement qu'effectivement, il y a deux modèles qui s'affrontent. D'un côté, interco, région, Union européenne, de l'autre, commune, département, nation. Je crois que c'est clair. Effectivement, il faut que l'État fasse des économies. Oui, c'est certain. Est-ce que c'est en sacrifiant les échelons les plus proches de la population, les élus les plus proches, qu'on va faire de bonnes économies? Je ne crois pas. Je prends un exemple tout bête au niveau du social, parce qu'on reparlera du social après. Moi, je suis affilié au RSI, qui est géré au niveau régional. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour réussir à les joindre. Il faut avoir des réponses. Par contre, quand il faut leur les payer, là, il faut aller très vite. Hein. Pas de souci. Tout est comme ça. Plus on éloigne le centre de décision de la population, plus ça devient compliqué, la vie devient compliquée pour les citoyens. Le département est un échelon raisonnable et qui a un sens historique. Effectivement, ils viennent de la Révolution. Si vous permettez, oui, juste parce que oui, on a 5 minutes et on est dans l'échange. Ouais. Vous dites défendre les communes, les départements et la nation. Mais aujourd'hui, nous avons des blocs, le bloc communal et intercommunal, ça fonctionne. Et on voit bien que les communes rurales ne pourront tenir demain comme institution de proximité si elles ne sont pas adossées sur des intercommunalités fortes, parce que ouvrir un guichet de mairie si vous n'avez aucun service à rendre à la population, très honnêtement, vous allez créer encore plus de frustration qu'il en existe aujourd'hui. Et c'est vrai aussi du couple département-région, parce que ce sont deux institutions qui peuvent être complémentaires. La difficulté qu'on a aujourd'hui en France, c'est l'absence de clarté. On a l'impression que tout le monde fait tout et fait tout mal en même temps, et c'est ensuite la question des finances. Comment est-ce qu'on arrive demain à garantir des financements, qu'ils soient des financements d'État, régionaux, départementaux, intercommunaux, communaux, qui soient plus efficaces qu'aujourd'hui pour les investissements, les équipements et les services publics dont nous avons besoin? La question fondamentale, elle est là. Je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas dans le programme du Front National une seule réponse concrète à cette question. Quelle question? À cette question-là, de la clarification des compétences, l'articulation des compétences et la clarification des financements. Vous dites vouloir défendre des niveaux d'institutions, mais sans qu'il y ait derrière de projets concrets par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a de projets concrets chez vous?
Il y avait le conseiller territorial et il y avait la fusion de ces entités pour demain avoir des institutions qui sont plus fortes et qui garantissent un certain nombre de financements au service des projets, des communes et des intercommunalités. Enfin, je ne sais pas, au niveau des... Enfin, moi, personnellement, dans mon cas personnel, toutes les institutions que j'ai vues jusqu'à présent fusionner, c'est un sacré bazar pour l'usager. Donc, je ne crois pas que ce soit une méthode qui soit très efficace et qui soit très... Fusionner, si, il existe, lorsque les intercommunalités ont été créées, l'intercommunalité créée depuis les années 1990 en France, ça fonctionne malgré tout, c'est la mise en commun de moyens. En institut, il n'y a pas que l'intercommunalité, si vous prenez l'exemple du l'URSSAF, le RSI, le Pôle emploi, toutes ces choses-là qui ont fusionné, on ne peut pas dire que ce soit d'une grande efficacité pour l'usager. Tout est centralisé dans des grandes villes et c'est de plus en plus le bazar. Alors vous financez ça comment après? Non mais là c'est pas la question, la fusion n'est pas la solution. Il y a des économies à faire, certes, mais c'est plus sur le fonctionnement des institutions qu'il y a d'énormes économies à faire que sur la disparition de services de proximité. Voilà. Aujourd'hui, dans le projet que nous défendons, il n'y a pas de disparition de services de proximité. Il y a des logiques de mutualisation, il y a des logiques de regroupement. Quand le département de Loir-et-Cher s'allie avec le Loiret, avec l'Eure-et-Loire pour créer une énorme centrale d'achat, on gagne 30% sur la facture de gaz. C'est ça la logique. Non, mais ça c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire disparaître les compétences du département pour améliorer ce genre d'action. On n'a pas voulu faire disparaître les compétences du département. Nous, on veut rationaliser entre l'échelon régional et l'échelon départemental, comme nous le voulons entre l'échelon intercommunal et l'échelon communal, mais dans un timing qui, il est vrai, à travers ce projet de loi, a été raté parce que le projet continue d'être discuté au Parlement alors que nous sommes en période d'élection des conseillers départementaux. Très bien, le temps des 5 minutes est passé. Nous allons passer à la deuxième question, encore plus dans le concret. Le deuxième point est le suivant. Le département consacre plus de la moitié de ses ressources humaines et financières pour les solidarités. Quelles sont, pour vous, les politiques majeures en ce domaine et quels projets portez-vous? Il s'agit du handicap, service à la personne, du RSA, de la petite enfance et de l'insertion et plus. Merci. 3 minutes pour parler des solidarités, c'est un sacré challenge. Alors, quand je vois la question, je veux vous rassembler peut-être personnes âgées, personnes handicapées, maintien à domicile, service à la personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de priorités, mais celui que je retiendrai sur le département, puisqu'il faut en retenir un, c'est le vieillissement de la population. Notre département est un département vieilli, donc il faut dire comment on va prendre en charge les conséquences de ce vieillissement qui sont souvent la perte d'autonomie. Le choix majoritaire des Loir-et-Chériens, c'est de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Donc, pour rester à domicile, comment faut-il s'organiser? Comment est-on organisé sur le département? Toute notre politique des solidarités est construite sur des schémas. Aujourd'hui, nous avons un schéma pour les personnes âgées et dépendantes, personnes handicapées, avec une prise en charge de la dépendance ou de la perte d'autonomie tout au long de la vie, pour éviter qu'il y ait à un moment précis, à un âge précis, une rupture de parcours. Donc, je veux rester à domicile. Il faut déjà que je sois bien renseignée comment je peux vivre à domicile en ayant une sécurité, en ayant une qualité de vie. Donc, il y a déjà une plateforme qui diffuse sur le département une information homogène sur tout le département. Que vous ayez un problème de papier, ou de personnel, ou de médecin, ou de service, vous appelez cette plateforme qui va vous renseigner. Ensuite, vous êtes à domicile, vous allez avoir besoin de services à la personne ou de soins infirmiers à domicile.
qui va rémunérer, comment allez-vous être rémunéré, aidé pour que ces services puissent être pris en charge. Pour les personnes âgées, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour les personnes handicapées, c'est la prestation de compensation du handicap. Donc déjà, si vous avez l'une ou l'autre de ces allocations de prestations, vous pouvez vous dire que les services qui vont être faits à votre domicile seront pratiquement pris en charge. Vous aurez toujours un petit complément à payer. Ensuite, quand on est à domicile et qu'on a un pépin de santé, eh bien, il faut qu'il y ait des établissements qui puissent vous accueillir ou de nuit ou de jour, ou en urgence, ou en séjour temporaire, ou alors en plateforme de répit. Aujourd'hui, nous maillons le département, j'ai maillé le département, et nous avons encore à adapter, selon les nouvelles pathologies que nous allons découvrir dans les établissements ou à domicile, nous allons adapter les structures. Donc, structure à adapter. Aujourd'hui, on reste à domicile. C'est déjà fini? Non? Donc, oui, parce que ça va être difficile. Hein? Donc, ce qui vous oblige quelquefois à rester à domicile aussi, c'est le reste à charge, parce que c'est très cher de payer un établissement. Donc, il faut travailler le reste à charge. Pour rester à domicile, il faut des médecins. Donc, nous travaillons un schéma d'accès à la santé pour tous dans les 10 minutes. Il faut également améliorer l'habitat, adapter l'habitat, que ce soit avec la domotique, avec des packs de domotisation qui sont pour assurer la sécurité, pour assurer la prévention, la chute donc des fractures du fémur. Et puis l'autre prévention, c'est contre l'isolement. J'aurais pas fini pour l'enfance ni l'insertion, c'est trop important à traiter d'un coup. Donc premier défi, le vieillissement. Il y a encore du temps? Je vais commencer donc notre temps de parole. Donc sur les actions sociales, je pense que c'est tout simplement des mesures de bon sens qui de toute façon sont encadrées par des législations nationales. Donc sur toutes ces actions, on va être d'accord dans l'ensemble. Donc par exemple, nous, très concrètement, dans nos propositions, parce que j'ai vu que vous marquiez qu'on ne proposait rien pour le département, mais c'est pas vrai. On a beaucoup de propositions très concrètes. Donc, par exemple, sur le 3e âge. Comment? Bah, si, c'est voilà, les documents qui ont été distribués. Je vous en parle après, on en parle dans la phase de débat, si vous voulez. Donc, par exemple, sur le 3e âge, il faut effectivement mettre en place de l'entraide intergénérationnelle pour lutter contre l'isolement, améliorer l'autonomie des personnes âgées. Vous avez parlé de la domotique, on est tout à fait d'accord, pour le maintien à domicile. Améliorer l'aide de l'APA, là c'est quelque chose à mon avis sur lequel il faut faire un effort financier. Pour le handicap, il y a un manque important en termes d'équipement des foyers d'accueil. Et là, il y a peut-être de l'investissement à faire. Sur la petite enfance, alors, là aussi on sera d'accord sur tout, à peu près. Là où je pense qu'on ne sera pas d'accord, c'est sur le fait que nous souhaitons préserver l'enfance des dérives communautaires. Voilà. Donc je pense que tout le monde comprend de quoi on parle. Et là, il faut avoir le courage d'avoir ce genre de propositions qui sont très politiques et qui sont autre chose que de la pure gestion administrative. Voilà. Après, ce que je me demande, c'est quel jugement a la population de l'efficacité de l'action sociale qui est mise en place depuis certaines années. Est-ce que il y a plein de choses qui sont faites, certainement, mais est-ce que vraiment il y a une véritable justice sociale? Est-ce que tout le monde est satisfait de la situation? J'ai pas l'impression. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'on souhaitait lutter en particulier contre les abus, donc la fraude,
la fraude aux aides sociales. Donc il y a des moyens à mettre en place pour permettre plus de justice sociale et faire en sorte que ceux qui n'ont pas le droit, qui ne méritent pas, qui n'ont pas le droit à l'aide sociale n'en bénéficient pas. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà, on va continuer. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'ayez pas un langage aussi clair qu'on peut l'imaginer sur l'action sociale. Je vais vous la faire. Vous dites, on se demande ce que nos concitoyens pensent de l'efficacité de l'action sociale, etc. Tous les jours, on entend autour de nous des gens qui nous disent de toute façon, c'est toujours les mêmes qui touchent toutes les allocs, etc. Et que la plupart des familles ou des salariés, on va dire de la classe moyenne, eux, n'ont droit à rien. Et ça pose question, effectivement, dans notre système d'assurance sociale entendu au sens large. Pour autant, les dispositifs qui sont ceux aujourd'hui du département, comme vous l'avez indiqué, ce sont des dispositifs légaux. L'APA, c'est un dispositif légal, c'est une compétence et une charge qui a été transférée par l'État. La PCH, c'est la même chose. L'aide sociale à l'enfance, c'est aussi une politique de l'État transférée au Conseil général. Donc, dans ce cadre-là, nous agissons avec des précautions extrêmement importantes, précisément contre les fraudes. Il y a des contrôles d'effectivité sur le RSA, sur l'APA, sur l'ensemble des aides qui dépendent aujourd'hui du Conseil général. On ne peut pas demain dire on va réserver telle ou telle allocation à telle ou telle partie de la population départementale. Ça, vous ne pourrez pas le faire. Si vous le dites, vous l'écrivez même dans un certain nombre de vos projets politiques. Non, il faudra le relire. Mais ça, vous ne pourrez pas le mettre en œuvre parce que c'est tout simplement illégal. Non, mais c'est pas du tout nos propos. Si, moi je vais ajouter quelque chose parce que ça s'appelle les AIS, les allocations individualisées de solidarité. L'APA, vous savez comment c'est fait, l'APA? Vous savez comment c'est fait? Comment on met ça en route? Je vous laisse développer. Donc, une personne qui a besoin d'aide à domicile, un travailleur social, d'ailleurs c'est une prescription médecin, il y a un travailleur social qui va chez elle ou chez lui et qui va évaluer ses besoins. Donc c'est un professionnel qui évalue les besoins. Ensuite, vous avez un plan d'aide qui va déterminer les heures de prise en charge. Il n'y a pas de débat sur la question de la PAC, je ne sais pas sur ce point-là. Ah si, parce que vous dites qu'on triche. Mais non, mais j'ai pas parlé de j'ai pas parlé de la PAC partout. Mais si, vous sous-entendez que dans le social, ce n'est pas comme ça. Oui, mais non, pas dans le social au niveau des personnes âgées ou des handicapés. C'est pas là le problème. Le contrôle, il faut qu'il se passe sur les autres, sur le... Alors, le RSA. Alors, on va parler du RSA. Les contrôles, ils ne se font pas que sur des papiers, il faut qu'ils se passent aussi sur le terrain. Moi, j'ai des exemples concrets à vous donner. On a toujours des exemples concrets à donner. Je vais vous dire comment se passe le RSA. Tous les jours, moi, le problème du social. Je vais vous dire comment se passe le RSA sur le département. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je l'ai touché. Non, bah dites-moi comment ça se fait. Moi, ce que je peux vous dire, comment ça se fait? Vous n'avez pas triché, donc vous devez savoir comment ça se fait normalement. Bah, il y a des actions qui sont menées par des associations pour soi-disant réinsérer ou des choses comme ça. Moi, j'ai un exemple concret d'une dame libanaise, ça fait 9 ans qu'elle est en France, hein, qui a droit à ce programme parce qu'elle touche le RSA et qui ne parle pas un mot de français et qui vient une fois de temps en temps juste pour signer son papier pour continuer à toucher le RSA. Ça, c'est des contrôles qu'il faut faire. Alors, moi, je vais vous dire comment ça se passe quand même sur le département. Il y en a qui sont très proches de l'emploi, qui vont aller à Pôle emploi. Il y en a qui ont besoin d'un accompagnement socio-professionnel et d'autres qui sont très éloignés de l'emploi, qui vont avoir un accompagnement social. Lorsqu'on signe un RSA, eh bien, nous faisons un contrat d'engagement réciproque. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un devoir, chaque fois qu'il y a un droit, on met en face un devoir. Et je peux vous dire que nous avons quelqu'un du Conseil général qui contrôle. Vous n'allez quand même pas me dire que l'exemple de cette dame respecte le contrat qu'elle a signé. Il y a peut-être une personne, peut-être. Oui, la preuve. Mais ne généralisez pas parce que la plupart des gens qui sont au RSA, ils préféreraient
travailler que d'être au RSA. Évidemment, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a de la fraude et qu'il n'y a pas les moyens suffisants pour lutter contre cette fraude. Qu'il y ait des contrôles, il y a des contrôles administratifs. Il y a de la fraude, c'est vrai, on l'a dit. Il y a des contrôles, on l'a dit aussi, qui sont faits. Après, on peut toujours trouver à la marge des exemples, etc., de dysfonctionnement, mais on ne fonde pas une politique sur des exemples à la marge. Vous ne réglerez pas la problématique du fait que c'est 60% du budget départemental en ayant supprimé 3 RSA parce que vous aurez fait le constat qu'il y a une fraude ici et là. Il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire, mais ça ne suffit pas à traiter la problématique du système d'assurance sociale et de solidarité dans ce pays. Ce n'est pas des exemples à la marge, parce que moi j'en ai des tonnes à vous citer des exemples comme ça. Vous allez peut-être les dénoncer alors. Du concret et encore du concret. Troisième point. L'aménagement du territoire, les collèges et le transport, y compris le transport scolaire, sont des compétences importantes du département. Qu'entendez-vous faire en ces domaines? Je crois que c'est à moi de... donc l'aménagement du territoire, les collèges et les transports. Bon, moi je vais tout simplement partir du constat, du bilan. À ce niveau-là, donc ce sont des compétences importantes du futur conseil départemental, sachant que les transports scolaires, a priori, seraient transférés à la région. Donc déjà, ça pose un souci. On revient au premier débat sur les compétences. Alors j'en profite simplement pour dire que au passage, là aussi, il peut y avoir des points d'accord. Le Loir-et-Cher j'admets que le Loir-et-Cher est un des rares départements à proposer la gratuité du transport scolaire. Ça, c'est effectivement très bien. C'est quelque chose que nous voterions, si c'était possible, si nous en avions la compétence. Mais ça ne sera plus le cas. Donc ça va être transféré aux régions. Et qu'est-ce qui va se passer? La région a décidé de le rendre payant, évidemment. Autre détail important, c'est que le transport scolaire ne concerne pas le transport urbain. Donc les enfants qui sont à l'école en ville ne bénéficient pas de cette gratuité. Voilà pour la parenthèse. Donc pour le constat général, Monsieur Leroy se targue d'avoir soi-disant un excellent bilan de gestion du département sur la base d'un article qui cite une source qui est absolument introuvable, qui n'existe pas en fait. J'aimerais bien voir cette étude qui classe si bien le Loir-et-Cher. Moi, ce que j'ai, par contre, c'est un classement réalisé par... c'est le seul classement, en fait, à ma connaissance, qui a été fait, de classement des départements. Et je peux simplement vous dire que sur c'est celui de BFM TV, pardon. Alors, à moins que vous contestiez le professionnalisme des journalistes, je ne sais pas, mais leur classement, donc il est factuel, hein, c'est par rapport aux chiffres des bilans. Donc sur les collèges, l'investissement de collège, on est 92e. 92e. Sur l'investissement général, on est 90e. Et ne me dites pas que je le lis à l'envers. J'ai bien vérifié. On est bien 90e. C'est-à-dire qu'on fait partie des 10 départements qui investissent le moins. Investir, c'est financer l'avenir. Plus un département investit et moins il coûte en fonctionnement, mieux c'est. Voilà. Donc ça, c'est du factuel. Donc ça, je vais juste finir par là-dessus, en disant que la politique budgétaire en termes sur ces domaines-là est vraiment très mauvaise. Donc on ne peut que faire mieux. Allez, je prends le relais. Moi, je te laisserai une petite partie de réponse parce que j'ai beaucoup d'autres choses importantes à vous dire sur les collèges. Le transport.
Moi, quand je parle collège, je ne parle pas que des collégiens qui vont au collège amenés naturellement. Je parle bien sûr aussi des collégiens qui sont dans les ULIS, dans les unités locales d'inclusion, parce que le transport de ces enfants-là en situation de handicap continuera à être pris par le Conseil général, puisque c'est une orientation de la Maison des personnes handicapées. Donc il ne faut pas les oublier, celui-ci nous l'assurerons. Ensuite, je pense aussi au CEPA. Donc dans les collèges, nous faisons effectivement beaucoup de choses, beaucoup de restructurations. Nos 2 collèges locaux ont été restructurés, réhabilités complètement. D'un côté 10 millions d'euros, de l'autre côté 13 millions d'euros. C'est quand même un bel investissement. Nous avons, nous le département, choisi de donner des bourses départementales. Je vais faire une liste à travers parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous participons, nous les encourageons à faire des voyages avec les top voyages. Nous encourageons l'enseignement artistique et nous avons décidé là d'apporter en partenariat avec l'éducation nationale un soutien aux collégiens qui sont en difficulté. Donc, que ce soit du handicap, des primo-arrivants, des difficultés sociales ou des difficultés de suivi éducatif. Donc, nous avons signé une charte de partenariat qui va se mettre en place très rapidement. Ensuite, nous avons pensé que les valeurs sportives étaient intéressantes à utiliser, c'est pareil, partenariat avec le département sportif et les collèges pour s'appuyer donc sur ces valeurs, pour faire des actions de prévention et d'éducation pour lutter contre toutes les incivilités, violences et discriminations dans le sport. Dans les collèges, on a également envie, et on le met en place également, de faire rencontrer les collégiens et les entreprises. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que pour l'insertion et l'ouverture vers l'extérieur et la sortie, ça nous paraît primordial. Dans l'aménagement du territoire, bien sûr, il y a tout le transport sur le département, il y a la voirie, déviation numérique, je n'aurai pas le temps, les foyers d'accueil, les structures d'accueil, et puis bien sûr cette sacrée dotation de solidarité rurale qui permettra aux petites communes de pouvoir aménager leur territoire pour pouvoir construire. Et pour nous, important, quand vous dites qu'on ne pense pas à la ruralité, c'est bien là la preuve que le département ne pense pas qu'à l'urbain et pense aux ruralités. Je vais réagir. Oui, effectivement, c'est une liste à la travers, effectivement. Un peu soporifique, honnêtement, pour moi. Bon, il y a des choses, oui, il y a certainement des choses très très bien, mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le département, quand on traverse la France, qu'on traverse les départements français, divers et variés, et qu'on traverse le Loir-et-Cher, bon, est-ce qu'on a l'impression d'avoir traversé tout d'un coup le paradis sur Terre par rapport aux autres départements ? Est-ce que vous sentez vraiment de telles différences? Alors c'est magnifique le Loir-et-Cher, hein, ça je... Oui, non, mais c'est pas ce que je dis, là on parle d'équipement, madame. D'accord. Donc en termes d'équipement, est-ce qu'on est forcément bien mieux loti que nos voisins? Objectivement, non. Pas du tout. Bien au contraire, les chiffres que j'ai cités tout à l'heure le prouvent, et ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Effectivement, il y a tout plein d'actions diverses et variées qui sont faites. Mais... Sauf que pour répondre sur ce point-là, si vous me permettez, d'abord l'étude que vous n'avez pas trouvée, c'est celle de l'Observatoire des collectivités territoriales, c'est assez facile à trouver, qui se fonde sur les chiffres des comptes administratifs, c'est-à-dire la réalité des dépenses opérées en fonctionnement et en investissement par les collectivités territoriales. BFM TV, dans une tradition qui lui est propre, a opéré un classement pour démontrer que la dépense publique des départements est trop élevée. Et donc il a agrégé en se fondant sur des budgets primitifs, c'est-à-dire des prévisions de dépenses et non pas la réalité des dépenses opérées par les collectivités, en particulier les départements. C'est facile d'inscrire 100, vous faites 50, voilà, vous avez fait que 50 mais vous avez inscrit 100. Donc si vous inscrivez 100, vous êtes meilleur que celui qui a inscrit 50 mais qui a réalisé 50 aussi. Et ça c'est incontestable parce que c'est la méthode
méthode qui a été utilisée. On a agrégé dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Ce qui fait que lorsque vous avez des dépenses d'investissement qui sont fortes, vous avez forcément aussi du fonctionnement qui est élevé parce que il faut financer à un moment cet investissement. Vous vous retrouvez en queue de peloton. Enfin, il y a des faits quand même objectifs. C'est que ce département de Loir-et-Cher n'a pas augmenté la fiscalité depuis 9 années. Il n'a pas diminué le montant, le volume de ses investissements, puisqu'on est toujours autour, à l'exception de cette année, mais il faut bien tenir compte de la réalité financière des collectivités, on est a priori autour de 50 millions d'euros par an. Je ne crois pas qu'on ait rien à envier des autres départements en matière de qualité de nos établissements publics d'enseignement. Moi, je vois les 2 collèges que nous avons sur Vendôme. Il y en a un qui est quasi neuf, il a été construit en 2006, et l'autre, il a été réhabilité et offre aujourd'hui des conditions optimales. C'est vrai à Montoire, c'est vrai à Mer, c'est vrai à Romorantin. Tout le parc, en fait, de nos établissements scolaires a été remis à niveau. Donc tout est formidable. Sous le mandat. Je ne dis pas que tout est formidable parce qu'il y a encore beaucoup de travail, mais tout n'est pas acheté non plus avec l'eau sur la base d'une étude qui en réalité ne correspond pas à la réalité de ce que font aujourd'hui les départements. La base de BFM, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Votre base, c'est un site totalement obscur dans lequel on ne trouve pas l'étude qui est citée par le journal dont on fait référence. On retrouvera la référence. Ah bah écoutez, on a passé beaucoup de temps à chercher cette étude, elle n'existe pas, tout simplement, ou alors elle n'a pas été rendue publique. Budget primitif, madame. Budget primitif 2014, on se fonde sur une seule année, l'année préélectorale. Tout à fait, bah, bien sûr. On est en 2015, c'est évident que c'est sur les chiffres de 2014 qu'on va se mettre. Ils sont corroborés par le budget primitif 2015. Mais oui, les budgets primitifs, c'est-à-dire des inscriptions prévisionnelles. Je vais vous en parler après, justement. Bon, passons. Et donc, sinon, vous feriez quoi en matière d'équipement structurant sur le territoire départemental? Alors, en matière d'équipement... Avec quel financement? Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des mesures que vous avez annoncées sont tout à fait légitimes. Il n'y a pas de raison a priori de les contester. Certaines peuvent être renforcées. Donc, après, tout est une question de... Le vrai sujet, c'est le budget, en fait. Parce que vous ne pouvez rien promettre si vous n'êtes pas capable d'avoir un budget qui le permet. Donc voilà, il est voté, mais il sera caduc lors du vote de la loi. Ben si, parce que les compétences... Il anticipe déjà des transferts de compétences. Mais on ne connaît pas encore toutes les compétences qui vont être transférées, donc il ne peut pas anticiper. Donc ce budget sera caduc, il faudra... Je vous rappelle qu'on a une période de transition sur les transferts. Oui, je sais bien. Mais voilà, ça fait partie de l'opération de ce changement structurel. On va arrêter là. Dernière thématique, le développement économique est une compétence partagée à ce jour. Question. Est-il essentiel que le département continue d'agir pour accompagner les entreprises et les territoires? Et comment? Le développement économique, c'est vraiment l'archétype de ce qui pose difficulté aujourd'hui dans notre architecture institutionnelle. Ça nous renvoie à la première question. Jusqu'à présent, tout le monde avait la capacité d'intervenir en matière économique. Ce qui fait que pour un chef d'entreprise, vous avez non pas un guichet, mais à chaque fois que vous sollicitez une aide pour un projet, etc., au moins 3 ou 4 guichets. C'est à un moment donné de la perte de temps et c'est parfois aussi de la perte de moyens financiers. Il s'est confirmé aujourd'hui, mais c'est une réforme engagée depuis plusieurs dizaines d'années, la première étant la loi de 2004, responsabilité et liberté, qui conférait à la région le rôle de chef de file en matière de développement économique, avec pour mission, on va dire, d'organiser des schémas régionaux de développement et de pouvoir déterminer les grandes orientations de développement économique sur un territoire pertinent en la matière, c'est-à-dire la région. Le département pouvant continuer d'intervenir et l'intercommunalité étant le deuxième échelon pour le développement économique. Donc, M. Grazioli
défendait l'intercommunalité aussi parce que c'est l'échelon de proximité du développement économique. Si nous, on a pu réaliser ce qu'on a fait sur le dossier NACAM, c'est parce qu'à un moment donné, nous avions la main sur les aides économiques, que la région les avait aussi et que le département a pu abonder aussi des crédits. Et ensemble, nous avons mis près d'1 million d'euros qui abondait lui-même le million d'euros de l'État et qui a fait que l'usine de Vendôme a remporté ce projet face à une usine allemande et à une usine hongroise, ce qui montre bien que lorsqu'on est réactif et innovant, on arrive à gagner des parts de marché dans une concurrence européenne et internationale qui reste extrêmement forte. Donc oui, le département, même s'il perd la compétence, doit demain continuer d'intervenir en matière économique sous des formes diverses et variées, en aidant par exemple à ce que les intercommunalités puissent continuer d'aménager des zones d'activité, en déterminant des moyens d'ingénierie pour mettre en commun un ensemble d'instruments qui permet là aussi, sur un territoire donné, par exemple nous à l'échelle du Vendômois tout entier, d'avoir des stratégies communes dans nos zones d'activité, d'avoir des stratégies communes en matière de politique du tourisme, en matière de marketing territorial. Lorsqu'on va à Paris pour convaincre des investisseurs de venir à Vendôme, c'est pas seulement venir sur la ville de Vendôme, c'est venir sur tout le territoire vendômois, parce que c'est comme ça demain qu'on arrivera à développer notre territoire. Et là-dedans, le département, eh bien, il a cette utilité d'avoir à la fois une vision un peu plus globale et là aussi le lien de proximité avec les acteurs économiques locaux, ce que n'a pas la région. La région a une vision beaucoup plus stratégique, beaucoup plus générale. Et donc il faut pouvoir continuer que le département intervienne sous cet angle-là, au moins, même s'il ne pourra plus demain donner des financements directs aux entreprises. Alors, donc la compétence économique, enfin l'économie, effectivement, c'est plus qu'essentiel. Donc pour répondre tout simplement à la question, c'est le nerf de la guerre. Donc là, vous essayez d'enrober les choses pour faire croire que le département pourra encore soutenir l'économie locale. C'est ridicule. Vous savez très bien que malheureusement, il ne pourra pas faire grand-chose. Et d'ailleurs, il n'a pas prévu de faire grand-chose, puisque dans le budget primitif 2015, il ne budgète que 1 073 685 €. Voilà. C'est ridicule par rapport à l'enjeu. Bon, de toute façon, c'est une compétence qui va disparaître, donc cette ligne risque de disparaître complètement. Donc effectivement, il y a bon, dans ce cadre-là, on ne peut pas faire grand-chose, donc ça prouve juste que l'économie, c'est un problème qui n'est pas strictement local, on ne peut pas l'aborder d'un point de vue uniquement local, c'est impossible. Faire abstraction du débat national est juste démagogique. Voilà. L'économie, c'est un problème national, européen, mondial, donc c'est un grand débat sur l'économie qu'il faudrait avoir et défendre des convictions. Parce que le problème de beaucoup de nos élus, c'est qu'ils se comportent comme de simples fonctionnaires et voient l'élection comme un entretien d'embauche de fonctionnaires pour être des comptables de la situation qu'ils ne veulent pas remettre en cause. Moi, je défends des convictions, Sylvie Barbeau défend des convictions, et elles sont fortes en matière d'économie. On veut rompre avec un système qui nous mène dans le mur. Et donc voilà, là, il y a vraiment un changement radical de paradigme entre nous et de positionnement. Vous essayez d'accompagner simplement, docilement, la ruine de la France. Nous, on veut lutter contre. Alors effectivement, vous allez me dire, en tant qu'élu départemental, je ne pourrais pas faire grand-chose pour lutter contre, mais je pourrais quand même agir politiquement. Nous aurons un rôle qui nous donnera droit de cité, qui pourra réinformer la population et agir dans la mesure du possible au sein du Conseil pour défendre nos idées. Après, sur le pragmatisme pur, là aussi, on va tomber d'accord sur certaines choses. Mais je rappelle quand même que l'élu départemental n'est pas le président de son canton. D'accord ? Il défend le département.
C'est pas une guerre de canton, de chef de canton. Et donc, par exemple, sur la pépinière numérique, bon voilà, je suis parfaitement d'accord avec ce genre de choses. Mais ça, c'est pas de la politique au sens noble du terme. Oui, on a une vraie divergence. J'ai bien compris que vous voulez être élu au conseil départemental pour pouvoir dire en assemblée départementale il faut que la France sorte de l'euro et rétablisse le franc. Moi, effectivement, je veux être élu au conseil départemental pour la faire, cette pépinière numérique, parce que je sais qu'elle va nous apporter des créateurs d'entreprises et de l'emploi sur ce territoire. Et votre projet national, il va falloir en démontrer la pertinence, parce que si vous sortez de la zone euro et si vous rétablissez une monnaie nationale, vous dévaluez immédiatement de 25%. Vous dévaluez immédiatement de 25%. Égale un franc. Rien du tout. C'est ça le projet. C'est pas vous qui ne connaissez pas du tout. Sauf que vous ne connaissez pas, vous, la mécanique du système monétaire. Si, je crois que là. Et donc vous dévaluez de 25%. Absolument pas. Ça, c'est la propagande des médias. Vous répétez la propagande des médias. Tous les retraités, toutes les personnes qui ont travaillé pour. Voilà, ils vont perdre leurs économies, ça va être la fin du monde, tout le monde va devoir. Non, mais c'est pas la fin du monde. C'est la propagande des médias, monsieur. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que n'importe quoi. En Grèce, c'est pour ça que c'est un sujet très compliqué et qu'il faut. C'est tellement compliqué que vous êtes incapable de le développer au-delà de. Il faut sortir de l'euro et rétablir le franc. Encore faut-il que vous ne racontiez pas n'importe quoi. C'est totalement faux ce que vous dites. C'est vous qui racontez n'importe quoi. La dévaluation serait vraie si effectivement on revenait au franc d'avant l'euro. Voilà, 25% de dévaluation. Absolument pas. Le portefeuille bancaire diminueront de 25%. Démontrez-le. Mais c'est démontrable très facilement, puisque la parité des monnaies n'est pas fondée sur une décision politique. Elle est fondée sur l'équilibre des monnaies sur un système lié au dollar et à l'économie mondiale. L'immense majorité. Donc demain, vous dites on rétablit le franc sera évalué par rapport au yuan, par rapport au dollar, par rapport à l'euro, par rapport à toutes les autres monnaies mondiales, et il est démontré par tous les économistes, Messi de tous bords, que cette évaluation, elle sera 25% inférieure au niveau de l'euro actuel. C'est absolument faux, absolument faux. Un euro égale un franc, il n'y aura absolument pas de dévaluation. La seule dévaluation, la seule hausse, vous êtes dans l'économie virtuelle. Sur le prix du pétrole à la pompe. C'est la seule chose sur laquelle il y aura un impact réel qui sera parfaitement contrôlable par le biais du jeu de la taxe, la TIPP, sur lequel l'État, qui représente la plus grosse partie de l'activité économique de Vendôme, c'est la pépinière numérique de Vendôme, c'est comment on offre des emplois. Vous changez de sujet là. Eh oui, mais c'est comme ça. Et c'est l'objectif, c'est la mission des élus départementaux. C'est pas de savoir s'il faut sortir du système euro ou pas. Non, mais c'est important d'en discuter quand même. Il faut savoir quelles sont les propositions. Est-ce qu'on continue à aller dans le mur? Est-ce qu'on continue à défendre une politique UMPS? Ou est-ce qu'on défend une politique alternative qui veut redresser la France? Il y en ait une pour ça. Et l'UMP et le PS, l'UMP et le PS, c'est deux programmes économiques différents. Non, je ne vois pas la différence. Est-ce que vous sentez une différence économique entre l'ère Sarkozy et l'ère Hollande? Moi, je sens juste lente dégradation continuelle. Il n'y a aucune différence. C'est juste le temps contre nous. Il y a tellement de différences entre leurs deux politiques qu'ils appellent à voter tous ensemble contre nous. Donc voilà, il y a vraiment une différence. Chose qui dans tous les cas, vous citiez Monsieur Sarkozy. Je vais vous dire, pour les personnes handicapées, il faut vraiment avoir le pied sur terre. C'est 5% d'augmentation de l'allocation d'adultes handicapés, 5 années de suite. Vous parlez d'économie grâce aux investissements que l'on a continu sur tout notre mandat, grâce à la dotation de solidarité rurale, 80 millions de travaux. Eh bien, Monsieur Gracioli... 80 millions dépensés par le département. De travaux. Oui. Non, le levier, c'est 19 millions d'euros ont donné 80 millions. Mais je suis d'accord là-dessus. Et oui, mais c'est ça l'économie. Excusez-moi, ça donne du travail. Ça, il y a du chômage dans le. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins qu'ailleurs. Il y en a moins qu'ailleurs. Qui est des petites choses, des choses microscopiques. C'est moins qu'en région et c'est moins qu'en national. Des choses microscopiques qui soient dans le bon sens, je suis d'accord. Les chefs d'entreprise qui ont eu ces travaux, qui font des fiches de paye, excusez-moi, c'est de la réalité, c'est de tous les jours. Ça. Et je suis favorable à cela. Sauf que ce n'est pas du tout la hauteur des enjeux.
vous laisse un mot. C'est terminé, presque terminé, il vous reste 11 secondes pour vous exprimer, étant donné qu'on est enfermé dans le timing. Alors je crois que cette séance de débat a été très courtoise. C'est un petit peu comme la course à pied, on commence par s'échauffer, puis finalement, après on est bien chaud, donc tout va bien. Mais néanmoins, la courtoisie a été de mise, et félicitations aux 4 candidats pour ces élections, et à la salle également, qui s'est tenue merveilleusement bien. 17h30.